Pierre Henbert, Certis6. Donc je suis employé depuis 2003 donc par Certis6 qui à l'époque s'appelait EcoCert Belgique. Alors tout d'abord je voudrais remercier donc, votre institution de nous permettre de présenter ce qu'est le bio. Hein. Voilà. Donc ici, au cours de ce temps que nous allons passer ensemble, voici les différents thèmes qui vont être abordés. Donc le bio, d'où vient-il? D'accord. Donc quelle est l'histoire de l'agriculture biologique et comment est-on arrivé à ce que nous connaissons actuellement ici. Je vais vous parler de quelques chiffres. Hein. Donc, ce sont des chiffres qui sont assez éloquents et qui prouvent que voilà, le bio est un secteur qui est encore presque 30 ans depuis son existence en pleine croissance. Je vais vous parler du cadre légal. Pardon. Donc, il y a un cahier de charge. Comment est constitué ce cahier de charge? Je vais aborder donc les règles techniques qui sont pratiquées au niveau des productions végétales, des productions animales. Je vais également expliquer que voilà, quand on s'inscrit dans une démarche de contrôle et certification, on n'est pas certifié du jour au lendemain. D'accord, il y a une période qui est définie. Le bio, la mixité est possible au sein des exploitations agricoles. Donc je vais vous expliquer comment. Donc la transformation des produits biologiques, hein, c'est aussi important. L'importation des produits biologiques, le système de contrôle et certification, donc notre métier. Et alors, je vais vous présenter brièvement Certis6. Donc le bio, quand a-t-il commencé? Donc il a commencé, je dirais, entre les deux guerres, quand le secteur industriel s'est développé, et entre autres dans le secteur de la chimie. Et donc, voilà, des scientifiques ou des industriels ont, dans des laboratoires, trouvé que certains produits issus de leur manipulation avaient des effets sur les êtres vivants. Et donc, d'une part, il y avait des effets bénéfiques et positifs, et d'autre part, parfois, des effets plutôt négatifs. Et donc là, je vais vous parler de tout ce qui est engrais chimiques et pesticides chimiques de synthèse. Et donc, assez rapidement, quand ces produits ont été élaborés, eh bien, on a vu l'intérêt qu'ils pouvaient avoir au niveau de l'agriculture. D'accord ? Et donc, c'est ainsi que ces produits ont commencé à être utilisés en masse, d'accord, en milieu ouvert. Hein. Donc l'agriculture, ce sont des milieux ouverts. Si on prend une parcelle agricole, c'est quelque chose d'ouvert qui n'est pas fermé. Et donc on a commencé à utiliser ces produits-là en masse, sans réfléchir ou sans nécessairement voir qu'il pouvait y avoir des effets collatéraux sur d'autres êtres vivants, hein, ceux qu'on ne voulait pas nécessairement atteindre, parfois aussi sur la santé humaine. Hein. Donc les pesticides sont des produits qui peuvent être, sont dangereux, d'accord. Et donc déjà, en 1924, eh bien, donc une première personne, Rudolf Steiner, hein, en Suisse, qui a créé la biodynamie, hein, qui est un mouvement qui existe encore actuellement. Et donc cette personne-là, donc voilà, a émis des réserves par rapport à l'utilisation de ces produits-là en milieu ouvert, l'agriculture. Et ainsi de suite, donc un effet tâche dans différents pays. Hein, un peu plus tard, en Angleterre, Sir Albert Howard, un agronome, qui crée de son côté le mouvement Soil Association, qui est encore un mouvement qui existe actuellement. Un peu plus tard en France, la méthode Lemaire-Boucher. Et puis vraiment un démarrage dans les années 70-80 avec des mouvements associatifs qui ont vraiment alors commencé le bio. Et donc tout ça, ça s'est fait de manière non officielle, d'accord? Et une reconnaissance alors par l'Union européenne en 1992. Donc c'est en 1992, le 1er janvier,
de cette année qui a été mis en application dans tous les pays, dans tous les pays membres de l'Union européenne de l'époque. Donc un règlement qui définissait de manière assez claire donc, les règles de l'agriculture biologique. Alors quelques chiffres pour continuer. Donc on voit que donc ici différentes courbes. Ces graphiques montrent que voilà, l'agriculture biologique est encore, donc presque 30 ans plus tard, encore en pleine croissance. Donc ici, on a des données de 2018. Donc on voit que les courbes sont encore en croissance presque exponentielle. Donc c'est quelque chose qui est encore fort dans l'air du temps. Certaines personnes veulent parler d'un effet de mode. Si on prend une mode, en général, ça dure quelques mois. Ici, l'agriculture biologique, ça perdure. Ça se compte en années. Donc ici, le premier tableau, eh bien, ce sont les superficies, donc le nombre d'hectares en agriculture biologique en Belgique. Donc en rose, les chiffres de la Wallonie. En gris, les chiffres de la Flandre. Donc on voit qu'il y a une différence, mais bon, voilà, les agricultures ne sont pas les mêmes entre les deux régions. Bon, forcément, il y a un parallèle avec le nombre d'exploitations qui sont reconverties en agriculture biologique. Au niveau européen, donc voilà, les indicateurs montrent que c'est aussi un secteur qui est en pleine croissance. Donc en 2017, nous étions à 12 millions d'hectares au niveau de l'Union européenne. Au niveau des pays, eh bien, donc, on a l'Espagne, qui est le premier pays en nombre d'hectares reconvertis en bio. L'Autriche, on peut pointer l'Autriche aussi, qui se situe plus ou moins au milieu. Alors en pourcentage de SAU, donc la SAU c'est la surface agricole commune, donc c'est le ratio de la superficie en bio par rapport à la superficie qui est en non bio. Et là on voit que l'Autriche en fait est le pays où en proportion, le bio a le plus d'importance. D'accord ? On voit que la moyenne européenne se situe à 7%. L'Autriche est à presque un quart de sa superficie agricole utile. Voilà. Et donc au niveau mondial, c'est aussi un secteur qui est en croissance. Donc au niveau du cadre légal, comment est constitué le cahier de charges ? Donc, je disais qu'un premier règlement avait été mis en application le 1er janvier 1992. Depuis le 1er janvier 2009, ce règlement est abrogé par deux autres textes réglementaires. Actuellement, nous avons encore le règlement 834 de 2007 qui va définir la philosophie de l'agriculture biologique, donc dans les grandes lignes, comment peut-on être, c'est quoi le bio? Et alors aussi, surtout, très important, le champ d'application. Donc on va définir dans ce règlement à quel produit s'applique ce règlement. Donc la première règle, c'est que sont concernés tous les produits agricoles vivants non transformés. Donc ça c'est quoi? Eh bien c'est par exemple une pomme que l'on va cueillir d'un arbre et que l'on va consommer telle qu'elle. Ou par exemple une salade que l'on va cueillir et que l'on va préparer. Autre produit agricole vivant non transformé, eh bien c'est le lait. D'accord? Donc du lait qu'on va aller chercher dans le temps après la traite, c'est un produit agricole vivant. Et donc ça s'applique à l'agriculture au sens très large. Donc sont concernées toutes les productions. Et donc ici, dans nos contrées, dans nos contrées, par exemple en Belgique, c'est quoi? Eh bien c'est de l'élevage de bovins viandeux, de la culture de céréales, de la culture de pommes de terre, du maraîchage de plein champ. Mais par exemple en Grèce, ça peut être un verger d'olivier.
Par exemple, en Irlande, ça pourrait être une ferme de pisciculture, d'accord? C'est aussi l'agriculture, ça se rapporte, c'est tout ce qui est alimentaire. On va même plus loin en disant que la cueillette sauvage, d'accord? Donc voilà, on peut aller dans la nature, récolter des produits, hein, souvent des végétaux de manière sauvage. Eh bien, cela fait partie aussi du champ d'application de ce règlement. Alors après, ces produits agricoles, eh bien, donc, comme je vous le disais, hein, je prenais l'exemple de la pomme, on peut le manger tel quel, mais souvent, parfois, ces produits agricoles peuvent être transformés pour en faire un produit fini. Et donc là, alors, le règlement, eh bien, il va ne plus concerner, pardon, que les produits alimentaires. D'accord? Donc la base de l'agriculture, c'est de produire des denrées alimentaires, hein, donc d'abord pour les êtres humains et puis après pour les animaux. Hein. Et donc le champ d'application, alors, quand on va commencer à transformer ces produits agricoles, ne va plus s'appliquer qu'à la production, la transformation d'aliments. Et donc aussi bien l'alimentation humaine, le but premier, que aussi l'alimentation animale. D'accord? Donc les animaux d'élevage peuvent être nourris avec des produits plus ou moins transformés, donc ça va aussi faire partie du champ d'application de cette réglementation. Et donc on va exclure dans ce règlement eh bien, tout ce qui est non alimentaire. Par exemple, on parle de biocarburants, d'accord? Donc des carburants qui sont fabriqués à partir de produits agricoles comme du blé, du jus de betterave ou alors de l'huile extraite de certaines graines oléagineuses. Donc voilà, les biocarburants, eh bien, clairement, ce n'est pas le champ d'application. Dans des magasins spécialisés vendant des produits bio, eh bien, au niveau des rayons, hein, on va par exemple trouver des produits biocosmétiques, d'accord, ou des produits de nettoyage avec le label bio. Donc ça, c'est hors champ d'application. Les textiles également. Donc on a des fibres textiles qui peuvent être fabriquées à partir de produits agricoles, du coton, de la laine, le verre à soie. Donc ça, ce sont des produits agricoles, mais c'est hors champ d'application. Directement après ce règlement 834-2007, on va avoir un deuxième règlement, un deuxième texte, qui va être le 889 de 2008, où là, je disais que dans le premier texte, on parlait de la philosophie de l'agriculture biologique. Dans le 889, on va avoir les règles, l'aspect technique réglementaire. Donc voilà, en termes précis, que peut-on faire ou ne pas faire si on veut être certifié bio. Ces deux règlements, je dirais, sont presque en fin de vie, parce que ici, le 1er janvier 2021, eh bien, ils vont être remplacés par un nouveau texte qui est déjà écrit, qui est le règlement 2018-848. Donc ce texte est connu. En parallèle, on va avoir des actes délégués. Pardon. Ces actes délégués ne sont pas encore connus par contre. Ils doivent encore être rédigés, enfin ils sont en cours de rédaction. Au niveau des productions végétales, donc les principes de base sont d'abord le respect des cycles naturels. Après, on va dire que c'est la nature qui nourrit les plantes. Ça veut dire qu'on va exclure tout ce qui est hydroponie. Donc hydroponie, c'est quoi? Eh bien, ce sont des végétaux qui sont cultivés dans un substrat inerte, d'accord? Donc parfois c'est de la mousse, ce sont des fibres synthétiques, parfois ce sont des fibres de coco qui sont neutralisées. Et donc, on va faire passer une eau enrichie en engrais chimiques solubles, d'accord? Ça, c'est l'hydroponie. En bio, c'est clairement interdit, d'accord? Il est impératif qu'une plante cultivée le soit dans de la terre qui soit en lien avec ce qu'on va appeler la roche-mère. On va limiter de manière assez stricte la liste des intrants, les produits que l'on pourra utiliser. Et alors aussi, et ça c'est un principe que l'on retrouve à différents niveaux de la réglementation, c'est que les OGM sont interdits. D'accord? Alors les OGM, pour illustrer, eh bien, voilà, on les visualise avec par exemple du soja ou du maïs
qui vient par bateau des pays outre-Atlantique, hein, le Brésil, l'Argentine, les États-Unis. D'accord, mais les OGM, ça peut aussi être d'autres produits que l'on pourrait moins cerner, comme par exemple des levures qui seraient utilisées en boulangerie industrielle. D'accord, il y a des levures OGM. Eh bien, donc, ça aussi, ces levures-là sont également interdites en agriculture biologique. Le principe de base de l'agriculture biologique, donc, c'est qu'il faut maintenir une fertilité naturelle de la terre. D'accord, donc, les plantes, pour se développer, lorsqu'elles sont cultivées dans une parcelle, elles ont besoin de nourriture. D'accord, de nourriture. Et donc, le principe de l'agriculture biologique, c'est que on va maintenir, on va renforcer la fertilité naturelle de la terre. Et cela, ça peut se faire par différentes pratiques. Hein. Donc, on va par exemple faire des rotations. Donc, des rotations, eh bien, quand on cultive des cultures annuelles, donc des cultures qui sont mises en place à un moment donné et puis qui vont être récoltées au cours d'une période de 12 mois après la mise en place, c'est la grande majorité des plantes que nous cultivons, par exemple les céréales, la grande majorité des légumes, les pommes de terre. Donc tout ça, ce sont des plantes annuelles. Et donc, d'année en année, eh bien, ce n'est pas judicieux de cultiver la même plante chaque année au même endroit. D'accord ? Et donc, on va faire ce qu'on appelle des rotations. En bio, il sera très intéressant d'introduire dans ces rotations des légumineuses. Donc, des légumineuses, ce sont des plantes en fait qui ont la faculté naturelle d'aller capter l'azote de l'air. Donc, vous savez que l'atmosphère que nous respirons est composée à 80% d'azote. D'accord ? Ça tombe bien, l'azote est un des éléments nutritifs principaux des plantes avec le phosphore et la potasse. Eh bien, ces légumineuses, naturellement, toutes seules, eh bien, elles peuvent capter l'azote de l'air pour le restituer au niveau du sol. Et donc, ces légumineuses vont s'auto-fertiliser, pardon, non, je me trompe, ces légumineuses vont s'auto-fertiliser, mais également vont laisser de l'azote pour les plantes qui vont être cultivées après. D'accord ? Donc, important de cultiver des légumineuses. Autre principe également, c'est ce qu'on appelle, c'est d'avoir des exploitations mixtes. J'entends par mixité des fermes où on va avoir aussi bien des productions végétales que des productions animales. Et de la sorte, un cycle va se faire parce que les plantes vont nourrir les animaux et les animaux vont nourrir les plantes. Comment ? Eh bien, les animaux vont produire par leur déjection ce qu'on va appeler les engrais de ferme. Donc, ces produits contiennent des éléments nutritifs qui pourront être utilisés aux plantes et un agriculteur en bio, eh bien, il va utiliser judicieusement donc, ces engrais de ferme pour fertiliser les plantes qui elles-mêmes pourront nourrir les animaux. L'excédent pourra être vendu, pourra être utilisé en alimentation humaine. Parfois, eh bien, nous avons des exploitations spécialisées. On va avoir des exploitations qui n'ont pas d'animaux. Donc, ce sont des producteurs en grande culture ou parfois des personnes qui sont en maraîchage. Et donc, ces agriculteurs-là ne vont pas avoir des animaux qui permettront de fournir ces engrais de ferme. Et donc, que fait-on dans ce cas-là ? Eh bien, le règlement a prévu donc une annexe qui va lister de manière positive les matières fertilisantes qui sont autorisées. Donc, des produits, des engrais, des amendements qui pourront être utilisés pour fertiliser les parcelles. Un des principes de base également, c'est que le cahier de charge proscrit toute forme d'azote d'origine minérale. D'accord ? Donc, l'azote, je le disais, donc, est un élément nutritif principal pour les plantes.
en agriculture non bio, on utilise beaucoup d'azote d'origine minérale. En bio, c'est interdit, c'est un des principes. Jusqu'à une certaine époque, on pouvait trouver sur le marché une roche extraite naturellement au Chili, d'accord, et cette roche était très riche en azote. En fait, c'était des fientes d'animaux, des éjections d'animaux, donc il y a plusieurs milliers d'années, qui étaient fossilisées, qui étaient retournées à l'état de pierre. Et donc, voilà, on avait cette roche naturellement très riche en azote, mais c'était un azote d'origine minérale. Eh bien, même ce produit qui était 100% naturel était interdit en agriculture biologique. Au niveau de la protection des plantes, donc les plantes peuvent être malades. Donc, de nouveau, des principes de base où l'agriculteur va d'abord choisir des espèces et des variétés qui sont naturellement résistantes et qui sont aussi adaptées à la région dans laquelle on va les cultiver. D'accord ? Par exemple, ce ne serait pas judicieux de la part d'un céréalier de choisir une variété de blé d'hiver sélectionnée pour le sud de la France, alors qu'il voudrait la cultiver ici dans nos contrées. D'accord ? Donc il y a des critères, il y a des facteurs extérieurs qui feront que le climat, le sol, d'accord, donc cette variété sélectionnée pour une autre région ne va pas bien se développer. Et donc, aussi choisir des variétés naturellement résistantes à des maladies. D'accord, c'est important. Si on choisit une variété qui est naturellement résistante, on va partir avec un bonus de départ. Par exemple, ici, la photo, elle illustre une feuille de pomme de terre, d'accord, attaquée par une maladie qui s'appelle le mildiou. Donc le mildiou, c'est un ravageur très connu de la pomme de terre, qui peut vraiment anéantir toute une parcelle. Eh bien, au niveau des pommes de terre, qui est une plante qui est fortement cultivée ici dans nos régions, donc dans les pommes de terre, donc il y a des variétés qui sont naturellement résistantes et des variétés qui ne le sont pas du tout. Donc, un producteur bio va choisir forcément une variété qui sera naturellement résistante. Donc de nouveau des rotations également. Donc voilà, quand on cultive la même plante chaque année au même endroit, on va augmenter la charge en parasites, en maladies au niveau de la parcelle. Si on fait des rotations, on va casser ces cycles de reproduction, on va assainir la terre. Au niveau de la lutte contre les adventices, ne seront autorisés que les procédés mécaniques ou manuels. D'accord ? Il n'y a aucune lutte chimique possible contre les adventices. Tout au début, donc je parle des années donc fin 80, début 90, quand on a commencé à rédiger le règlement européen, eh bien, certaines personnes ont voulu que le glyphosate soit autorisé comme herbicide en bio. Donc ça, directement, c'est pas du tout possible. La lutte chimique contre les mauvaises herbes est interdite. Par contre, on pourra lutter contre des insectes ou les maladies cryptogamiques. En bio, on a une liste positive de produits pesticides autorisés. D'accord, on les appelle comme ça, il ne faut pas avoir peur, mais les produits de cette liste sont des produits naturels ou des produits dont on retrouve l'exact équivalent à l'état naturel. D'accord, ce ne sont pas des produits issus de synthèse chimique complexe, souvent le pétrole. On va aussi avoir des règles pour l'usage des semences. Donc, dans le champ d'application du règlement européen, il est possible de certifier des semences en bio. Forcément que derrière, c'est pour inciter les agriculteurs à utiliser les semences bio. De toute manière, directement, donc, on interdira l'usage de semences traitées. Donc il faut savoir qu'en agriculture, eh bien, on va traiter chimiquement
des semences, d'accord, pour protéger la semence elle-même ou la jeune plantule quand elle va commencer à croître et donc la protéger contre des maladies, contre des insectes, d'accord. Donc on va enrober la semence avec une molécule, une ou des molécules pesticides. En bio, ça c'est interdit. Donc on pourrait utiliser donc ces semences traitées, on le voit très facilement. Donc ici, c'est un sac déchiré. Hein. On voit qu'on a des grains qui sont rose fluo, d'accord. Donc on donne une coloration artificielle à ce grain traité chimiquement pour dire attention, ce produit n'est peut-être pas à consommer. Hein. Donc voilà, c'est très visuel. Les semences traitées se voient de manière très facile. Et donc ce type de semences traitées sont clairement interdites en bio. Et donc on pourrait utiliser des semences certifiées bio ou alors des semences non bio qui ne seront pas traitées chimiquement. Pour ça, l'agriculteur devra introduire une dérogation. Au niveau des productions animales, donc les principes de base de l'élevage en bio, c'est le respect du bien-être animal, d'accord. Donc les animaux, on leur a trouvé une sensibilité et donc il faut respecter cette sensibilité. Alors également une alimentation bio, d'accord, et de nouveau des OGM interdits. Donc tout à l'heure, je faisais part de livraisons de soja OGM ou de maïs venant outre-Atlantique. Eh bien, donc, ces produits sont à destination des animaux d'élevage ici dans les fermes en Europe. D'accord. Donc la première source de protéines que l'on va utiliser au niveau de l'élevage en Europe, eh bien, c'est le soja OGM qui est importé de pays outre-Atlantique. Donc les OGM sont interdits. Alors, un accès à l'extérieur, ça, c'est très important, d'accord. On ne peut pas concevoir qu'un animal bio reste toute sa vie à l'intérieur. Quand on questionne des consommateurs, d'accord, qui sont parfois un peu déconnectés de ce qui se passe dans les campagnes, hein, et donc quand on le questionne sur l'élevage, comment il imagine ce que c'est qu'un élevage bio, eh bien, le premier argument qui lui vient, ce sont des animaux qui ont accès à l'extérieur. D'accord. C'est la première image qui vient, c'est la première chose qu'il annonce quand voilà, on lui demande de définir ce qu'est l'élevage en bio. Donc c'est très important que les animaux bio puissent sortir, puissent avoir accès à l'extérieur. Et alors, un usage de médicaments allopathiques limités. Alors, donc je disais que les OGM étaient interdits, d'accord, à une seule exception, c'est par rapport à ces médicaments allopathiques. Donc les molécules médicamenteuses qui sont élaborées par des firmes de biotechnologie, eh bien, elles vont utiliser des micro-organismes qui peuvent être OGM pour synthétiser ces molécules, d'accord. Et donc, voilà, les OGM, enfin, l'usage de médicaments allopathiques est la seule entrée possible pour l'usage des OGM dans le secteur du bio. Comme je disais pour les plantes, donc c'est important quand on est éleveur bio de choisir des races qui sont adaptées à l'agriculture biologique. Parce que c'est un mode de production extensif et voilà, la recherche dans le secteur agricole aurait plutôt eu tendance à sélectionner, élaborer des races qui seraient à destination d'une agriculture plus intensive. Le règlement dit qu'un éleveur doit préférer des races locales. Pourquoi des races locales? Eh bien parce que la race locale de vaches, de cochons, de moutons, eh bien, sous-entendu, elle est adaptée au terroir dans lequel on va élever les animaux. Le terroir, donc, c'est par exemple la nourriture, d'accord. Donc la nourriture qui va être disponible localement, eh bien, donc ces races pourront mieux les mettre à profit.
La race locale va aussi être normalement, naturellement plus résistante aux maladies, aux parasites qui pourraient l'affecter. D'accord. Ici en Belgique, on est un peu dépourvu par rapport à cette notion de race locale, hein, pour illustrer, donc parce que en fait, le fleuron de l'agriculture belge, donc c'est en fait une race qu'on appelle le blanc-bleu belge, donc c'est une race hyper viandeuse, hein, donc c'est la photo que l'on voit en bas à droite de l'écran. Et donc, cette race qui a été sélectionnée pour sa production de viande de masse, eh bien, elle n'est pas du tout adaptée à l'élevage en bio parce que cette race, en fait, il faut savoir que presque 100% des vélages doivent se faire par césarienne. Donc voilà, l'opération chirurgicale, hein, qui permet la naissance du veau. Sans ça, je veux dire, voilà, le veau ne sait pas sortir par les voies naturelles de sa mère, d'accord. Et le règlement en bio limite la césarienne, d'accord. On ne peut pas. Et donc cette race locale, eh bien, pour nous, ici en Wallonie, en Belgique, eh bien, elle n'est pas du tout adaptée à l'élevage de bovins viandeux. Autre exemple, par exemple, donc il y a un petit village, hein, dans le Brabant wallon qui s'appelle Piétrain. Et donc dans ce petit village, on a sélectionné une race de cochons de boucherie. Donc voilà, c'est aussi de nouveau une race très locale, mais c'est une race de cochon qui a été sélectionnée pour l'élevage intensif du cochon. Donc voilà, il n'est pas du tout adapté à l'élevage en bio. Donc on va dire que la reproduction devra se faire naturellement, hein. Certaines pratiques d'élevage donc font qu'on va utiliser des hormones, d'accord, pour cycler, et donc ça c'est pas du tout autorisé en bio. Donc utiliser ces hormones. Le règlement bio va également parler des infrastructures, d'accord, donc les infrastructures permettant d'assurer un bien-être pour les animaux. Donc voilà, tout ça, ça décrit en termes précis, hein, par rapport à une densité dans des étables. Alors pour des élevages herbivores, ce sont des normes qui sont plus ou moins acceptables. Au niveau du secteur élevage porc et volaille, on passe du simple au double entre le bio et le non bio. Donc ça fait quand même des différences significatives. Et donc je répète, un parcours à l'extérieur, c'est très important. L'alimentation, donc je disais, pardon ? On passe du simple au double en matière de quoi? En matière d'alimentation? Non, en matière de densité dans les infrastructures. Donc par exemple, on va parler donc, dans un bâtiment d'élevage de poulets de chair, la limite du bio va être un maximum 21 kg de poids vif par mètre carré. D'accord. Donc voilà, il y a un nombre de mètres carrés, et alors on va peser les poulets, d'accord, et on va déterminer un nombre de kilos de poids vif. Et par exemple, en élevage industriel de volailles de chair, on est à 40 kg par mètre carré. D'accord. Donc ça fait vraiment une grosse différence. Une alimentation bio où on va aussi tenir compte d'une origine géographique des aliments. D'accord. Donc on voit qu'en fonction des espèces, donc on va de 60% à 20% pour certaines espèces. D'accord. Alors ici, c'est une anecdote, hein, donc on parle de régionalité des aliments. La régionalité, pour cet aspect réglementaire, n'est pas définie dans la réglementation européenne. D'accord. Et donc c'est laissé aux États membres de définir comment ils interprètent cette notion de régionalité. En Belgique, l'agriculture est une compétence régionale. Il y a un ministère flamand de l'agriculture au nord, un ministère wallon de l'agriculture au sud. D'accord. Et donc, chaque région peut définir à sa manière cette notion de régionalité. Et en Wallonie, pour la petite histoire, eh bien, la région, c'est la Belgique.
le Grand-Duché de Luxembourg et des limites administratives dans les pays limitrophes frontaliers de la Belgique. Donc on a les provinces sud de la Hollande, des Länder ouest de l'Allemagne et les régions nord de la France. Et donc on a plus ou moins 300-400 km des frontières, d'accord, et donc ça définit une région. Ça, c'est la définition pour la Wallonie. En Flandre, la région, c'est tout l'espace économique européen. D'accord? Donc voilà, ça peut créer parfois des grosses différences avec un impact direct sur des coûts de production. Donc les médicaments allopathiques, donc la santé animale, donc on a vu que par exemple pour les engrais ou les pesticides, il y avait dans le règlement européen des listes positives, donc des listes de produits autorisés. Au niveau des médicaments, il n'y a pas de liste de médicaments autorisés ou interdits. Ça veut dire que par principe, tous les médicaments qui vont pouvoir être, enfin, tous les médicaments agréés qui pourront être administrés à des animaux seront autorisés. D'accord ? Maintenant, c'est dans l'utilisation de ces médicaments que l'éleveur ne pourra pas faire ce qu'il veut. Donc il va y avoir des règles qui vont dire que, par exemple, on ne peut pas traiter préventivement les animaux. Donc on ne peut pas faire une piqûre à un animal qui n'est pas malade. Il faut que l'animal montre des symptômes avant d'administrer le médicament. Les règles de conversion. Donc je disais que quand une personne, un agriculteur, s'engageait en agriculture biologique, eh bien, il n'était pas certifié du jour au lendemain. D'accord ? Donc il va passer par une période de conversion qui va s'articuler autour de 2 ans. Et donc il y a plusieurs cas de figure en fonction des productions végétales. D'accord ? Mais donc, tant que la période de conversion n'est pas terminée, eh bien, les produits ne sont pas considérés comme bio. Mais l'agriculteur, dès son engagement, doit respecter le cahier de charge dans son intégralité. D'accord ? Cette période de conversion, ce n'est pas un moment durant lequel on pourrait encore faire certaines choses non autorisées ou pas. C'est un respect intégral du cahier de charge dès le moment où on s'engage. Par exemple, pour les cultures annuelles, eh bien, pour qu'une récolte de plantes annuelles soit certifiée bio, il faut qu'elle ait été semée 2 ans après l'engagement de la parcelle en agriculture biologique. Il y a également des règles de conversion pour les animaux. Au niveau de la mixité, donc la mixité, donc ici je parle de spéculation bio et non bio dans la même unité. D'accord ? C'est autorisé. Je vous disais qu'un nouveau règlement, donc le 2018-848, allait rentrer en application ici le 1er janvier. Eh bien, donc, ce règlement, on a commencé à réfléchir, je pense déjà à partir de 2014. Okay. Et donc, certaines personnes ont voulu interdire cette mixité au début, d'accord ? Parce qu'on dit que, voilà, quand on veut être certifié bio, il faut le faire à fond, d'accord ? Et à côté de ça, ne pas alors accepter d'avoir des productions non bio dans la même unité. Donc voilà, cette proposition de règle n'a pas été acceptée, donc ça veut dire que actuellement et encore après, on peut avoir du bio et du bio dans son exploitation agricole. Mais pas à n'importe quelle condition. Il faut toujours que les produits soient différenciables visuellement. D'accord ? Ici, j'illustre avec des carottes. D'accord ? Eh bien, un maraîcher bio pourrait cultiver des carottes blanches en bio et par exemple les carottes oranges en conventionnel. C'est une carotte, mais non, parce que voilà, quand on prend les deux produits, on voit clairement qu'il y a une différence visuelle. C'est possible avec certaines plantes, ce n'est pas du tout possible avec d'autres plantes. Par exemple, au niveau des céréales, d'une variété à l'autre, si je prends du blé d'une variété X
en comparaison avec un blé d'une variété Y, il n'y a aucune différence visuelle entre le grain bio et le grain non bio. D'accord? Voilà, donc il faut toujours, le principe c'est que les produits soient différenciables. En élevage, possible d'avoir des animaux bio et des animaux non bio dans la même ferme, mais il faut que ce soit des espèces différentes. Donc par exemple, avoir des bovins bio et des cochons non bio. Ce n'est pas la même espèce. On sait différencier. Mais certains producteurs nous disent, oui, mais par exemple, voilà, j'élève une race spécialisée en viande en bio et une race spécialisée pour le lait en conventionnel. Effectivement, les animaux ne sont pas du tout les mêmes. Le produit fini, enfin, l'objectif n'est pas le même, mais c'est la même espèce. Donc ce n'est pas autorisé. Voilà pour la production. Oui. Vous parlez du cas particulier des prairies, mais vous n'expliquez pas qu'est-ce que vous entendez par le cas particulier des prairies. Oui, effectivement, ça apparaît dans ma présentation. Donc en fait ici, les prairies, donc il peut y avoir des prairies bio et des prairies non bio dans la même ferme, mais il faut que, soit les prairies bio, il faut que les prairies soient exclusivement pâturées et les prairies non bio fauchées pour récolter de l'herbe. D'accord? Donc voilà, on ne pourra pas du tout récolter de l'herbe, avoir du foin bio issu des parcelles bio. Parce que voilà, les prairies devront être exclusivement pâturées. Je vais parler de la production agricole. Les produits peuvent être transformés. Donc, le cahier de charge prend également en compte la transformation des produits. Donc, il faut une traçabilité de certification du début à la fin. C'est très important. Donc, pour reprendre l'expression, il faut que toutes les personnes donc, qui vont intervenir dans le process donc, pour la fabrication d'un aliment bio soient contrôlées, certifiées. Le règlement n'accepte pas qu'à un moment donné, il y ait une rupture dans le système de certification par un produit bio qui passerait dans les mains ou qui serait propriété ou d'une personne qui n'est pas certifiée. Et ça, donc forcément de la fourche à la fourchette pour reprendre l'expression. Donc la certification bio, donc de la production agricole jusqu'à la vente au consommateur final. D'accord? Donc toutes les personnes qui vont transformer les produits bio devront être contrôlées et certifiées pour le bio. On parle même également de, donc voilà, il y a des cours de marché pour des matières premières bio, donc ça veut dire qu'il y a des traders, d'accord, donc qui achètent des produits bio pour les revendre. Et donc ça, bien, ils achètent derrière un écran d'ordinateur sur lequel ils voient des cours de bourse. Et bien même ce trader, même si il ne voit jamais ce qu'il achète, il ne le touche pas. Donc ce trader qui veut acheter des produits bio et les revendre en bio doit également se faire contrôler, certifier. À un moment donné, il devient propriétaire d'un produit bio. Donc la propriété, donc, pour une remise sur le marché, eh bien, cette personne-là doit être contrôlée, certifiée. Et ce, jusqu'à la vente au consommateur final. La vente au consommateur final, c'est, par exemple, l'épicerie de quartier qui est spécialisée, la grande distribution, d'accord, donc la grande distribution, donc toutes les enseignes de la grande distribution proposent des produits bio dans leur gamme, de plus en plus, eh bien, la grande distribution est contrôlée et certifiée aussi pour le bio. Par exemple, ici, donc, vous avez une entreprise de catering qui vous propose des produits bio, donc ça vous a été exposé donc, au début. Eh bien, les entreprises de catering sont aussi contrôlées et certifiées si elles veulent proposer des plats, des produits bio aux consommateurs qui vont chez eux. Alors au niveau de la transformation des produits biologiques, on va plutôt parler de principes. D'accord? Donc les entreprises de transformation qui veulent transformer des produits bio doivent
respecter 3 grands principes. Le premier, ça va être la séparation. Donc, lorsqu'une entreprise a du bio et du non-bio dans son unité, eh bien, le règlement va dire que, ok, mais il faut une séparation totale entre le bio et le non-bio. Alors, cette séparation, elle peut se faire comment? Elle peut se faire dans l'espace. Ça veut dire qu'on va avoir des lignes, des infrastructures de stockage dédiées à l'agriculture biologique et on sait que, ben voilà, par exemple ici, ce silo, eh bien, il n'y a que du bio dedans et il n'y a jamais que du bio dedans. Ou alors aussi, par exemple, pour des lignes de transformation, d'accord? Donc il y a des lignes de transformation dans les entreprises agroalimentaires. Eh bien, certaines entreprises ont des lignes dédiées à la transformation des produits bio. Mais le règlement admet également qu'il y ait une séparation dans le temps. Donc ça veut dire qu'une installation, une infrastructure de stockage va aussi pouvoir être dédiée à des produits non bio, d'accord? C'est également acceptable, mais forcément pas en même temps que les produits bio. Dans ce cas-là, eh bien, la gestion de l'entreprise, le système qualité de l'entreprise doit prouver que avant l'utilisation de l'infrastructure ou de la ligne pour le bio, eh bien que cette dernière soit propre, d'accord? Il ne peut pas y avoir des résidus de non-bio qui pourraient venir contaminer les produits bio, d'accord? Donc ici, on ne parle pas de contamination pour un aspect sanitaire, hein, des micro-organismes ou autres. Donc ici, on parle de contamination du bio par le produit non bio. Donc il faut prouver que, voilà, avant d'utiliser l'unité pour le bio, eh bien, un nettoyage a été réalisé pour qu'il n'y ait pas de résidus. On va également parler d'identification. Donc en tout temps, un produit bio doit être identifié. On doit savoir que, voilà, c'est un produit qui est certifié bio. Alors à gauche, vous avez le logo européen, d'accord, la feuille étoilée, qui est d'usage obligatoire depuis 2009, d'accord. Eh bien ça, voilà, ça permet, si on a ce logo-là, ça permet de dire que c'est un produit bio. Et il est d'usage obligatoire pour la vente du produit au consommateur final. Ça veut dire que en B2B, l'usage de ce logo n'est pas obligatoire. Ce logo, il est là uniquement pour le consommateur final. Et donc, c'est important également de pouvoir tracer. Nous, dans nos contrôles, c'est important que voilà, les opérateurs doivent pouvoir à tout moment dire, ben voilà, j'ai acheté cette matière première-là et je sais exactement dans quel produit fini elle a été, d'accord? Et vice-versa, dans l'autre sens. Donc, à partir d'un produit fini, on doit pouvoir savoir exactement quelle matière première a été utilisée et son origine. Et donc, nous contrôlons ça pour s'assurer, nous faisons des exercices de traçabilité pour nous assurer que, bien voilà, tel produit fini, eh bien, il a été élaboré à partir de telle matière première. Ces matières premières, forcément, devront être certifiées bio. C'est important. Alors, par exemple, au niveau de la transformation des produits biologiques, ce qu'on va retrouver également, eh bien, c'est une liste très réduite des additifs et des auxiliaires technologiques. Donc, par exemple, les additifs, eh bien, ce sont les petits E, hein, avec suivi de 3-4 chiffres que l'on retrouve au niveau d'une étiquette de produit. Hein. Eh bien, voilà, le règlement bio va limiter très fortement la liste des additifs que l'on pourra utiliser en agroalimentaire. Un auxiliaire technologique, c'est un produit que l'on va utiliser dans le process de transformation du produit alimentaire, mais qui ne va pas se retrouver au niveau du produit fini.
que la personne qui mangera le produit on ne retrouvera pas cet auxiliaire technologique dans le produit que l'on va consommer. Donc là, de nouveau, une liste autorisée mais très restrictive des auxiliaires technologiques. Par exemple aussi, il est écrit en toutes lettres que on ne peut pas ioniser les produits. Donc l'ionisation, c'est quoi? En fait, c'est un traitement avec des rayons radioactifs pour désinfecter des produits alimentaires. Ça se fait. Hein, donc voilà, des produits qui seraient des produits agricoles qui seraient et ou transformés, donc qui se feraient dans des conditions d'hygiène un peu moins géniales. Eh bien, donc voilà, on va passer donc ces produits alimentaires aux rayons ionisants pour les désinfecter, pour tuer les germes pathogènes qui pourraient s'y retrouver. Eh bien, par exemple, l'ionisation est clairement interdite en bio. Le règlement parle également de l'importation des produits biologiques. Donc, le règlement s'applique donc forcément dans tout l'espace économique européen, d'accord, mais il va aussi s'appliquer à ce qu'on appelle les pays tiers. Donc, ici, au niveau européen, eh bien, à destination du consommateur, on va retrouver des produits entre guillemets exotiques, d'accord, donc des produits qui auront été cultivés dans les pays tiers, d'accord. Et donc, il y a des produits exotiques en bio. Et donc, le règlement bio a prévu, les autorités européennes ont prévu des règles spécifiques pour l'importation des produits bio en Europe. D'accord? Alors, on a un règlement spécifique, donc c'est le 1235 de 2008. Et donc, dans ce règlement, on va principalement retrouver deux annexes. D'accord? Donc, on va avoir l'annexe 3, qui va en fait être une liste de pays tiers reconnus par l'Union européenne pour leur système de contrôle et certification que ces pays-là auront mis en place pour l'équivalence du contrôle et de la certification des produits bio à destination de l'Europe. D'accord ? Parfois, dans cette liste de pays, eh bien, on va retrouver des États qui auront élaboré eux-mêmes un cahier de charges similaire à l'agriculture biologique européenne que l'on connaît. D'accord ? Et donc, il va y avoir une reconnaissance mutuelle de la certification bio nationale de ce pays tiers par rapport à la certification bio européenne. Et donc, un contrôle d'équivalence, une équivalence reconnue automatiquement. À côté de ça, on va avoir une autre annexe, l'annexe 4, qui va être une liste d'organismes de contrôle reconnus pour le contrôle et la certification dans certains pays. Par exemple, nous, Certisys, eh bien, donc voilà, on est reconnu par les autorités belges et les autorités grand-ducales pour le contrôle et la certification bio. Mais on a aussi une reconnaissance de l'Europe pour faire du contrôle et de la certification bio dans certains pays d'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons également une activité en Afrique, et donc elle se base sur cette annexe 4. Donc au niveau du contrôle, donc, il y a plusieurs types de contrôles qui vont se faire sur une période de 1 an. Le système de contrôle, il va démarrer quand la personne fait une demande formelle de certification. Si une personne ne demande rien, on ne va pas y aller. D'accord ? Donc, il y a d'autres types de contrôles en agriculture, notamment les contrôles sanitaires, où là, eh bien, simplement donc le fait d'être actif dans le secteur de l'alimentation, eh bien voilà, on va avoir des contrôles de l'autorité sanitaire. Donc le contrôle bio, c'est une démarche, il se fait
parce que voilà, volontairement, la personne a voulu eh bien, voilà, s'inscrire dans une démarche de contrôle et certification. Donc voilà, on va aller réaliser des contrôles chez les personnes qui le demandent, avec eh bien, donc, première visite, agrément, contrôle qui se fait chaque année, contrôle annuel de renouvellement. Donc là, ce sont des contrôles qui sont plus systématiques, où il y a assez bien de part administrative, donc de la revue documentaire, un accès à la comptabilité, d'accord, c'est important. À côté de ça, on va également avoir des contrôles par échantillonnage. Donc là, ce sont des contrôles plutôt ciblés de terrain. Et alors, ces contrôles se font de manière inopinée. Donc la personne ne sait pas que le contrôle va avoir lieu. D'accord ? Donc c'est un contrôle surprise. On va également réaliser donc, des prélèvements pour analyse. Donc, l'analyse qui va demander au laboratoire, eh bien, cela va être une méthode permettant la détection de produits non autorisés en bio. D'accord ? Souvent, quand on fait un prélèvement, par exemple, d'aliments pour animaux, eh bien, l'agriculteur nous demande, tiens, est-ce que j'aurai les valeurs nutritives de cet aliment ? Donc nous, ce n'est pas notre but de vérifier si l'aliment a de bonnes qualités nutritives ou pas. Nous, c'est pour vérifier que l'aliment soit conforme à la réglementation. Par exemple, eh bien, pas de résidus pesticides ou pas de présence d'OGM. On va également réaliser des contrôles croisés, donc c'est tout à fait possible. Donc ça, eh bien, c'est des contrôles qui peuvent se faire entre organismes de contrôle. D'accord ? Par exemple, il y a eu un commerce de produits agricoles, de produits entre deux entités, deux entreprises contrôlées par des organismes différents. Eh bien, on peut contacter l'organisme de l'autre personne, de l'autre opérateur, afin de s'assurer que les données sont exactes, sont les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas un switch entre les deux opérateurs? Alors, les contrôles par échantillonnage et les prélèvements, donc ça, il peut y en avoir plusieurs par an. Et donc, le nombre de ces contrôles ou d'analyses va être déterminé par ce qu'on va appeler une analyse de risque. Donc, chaque personne certifiée va être analysée sur base d'un calcul qui va déterminer que telle personne est plus ou moins à risque qu'une autre. D'accord ? Et donc forcément, si la personne est considérée comme plus à risque, parce qu'elle est plus grande, parce que bon, voilà, il y a plus de surface, il y a plus d'animaux, ou par exemple aussi parce que c'est plus compliqué, d'accord ? Donc son process, son exploitation est plus compliqué qu'une autre. Donc voilà, on va réaliser plus ou moins de contrôle par échantillonnage. Alors ici, au niveau européen, eh bien, on dit, donc, dans les référentiels européens, on dit qu'il faut minimum 10% de contrôle par échantillonnage et 10% d'analyse. D'accord ? Donc, calculé sur le nombre de personnes demandant la certification bio. Eh bien, nous, en Belgique, les autorités nous imposent de faire au moins 60%. Donc, on va au-delà de la réglementation européenne. Alors, qui dit contrôle, d'accord, dit parfois constat de non-conformité. Alors que bien sûr, quand des écarts réglementaires sont constatés, eh bien, cela va automatiquement être suivi par des sanctions, des actions correctives. Alors parfois, c'est juste un rappel de la règle. Voilà, il a été constaté que vous n'aviez pas respecté cet aspect-là, cette règle du cahier de charge. On va rappeler. En allant un peu plus loin, il va y avoir une sanction financière, d'accord ? Une petite sanction financière qui va être liée à l'écart constaté. Et aussi, bien sûr, que parfois, les produits perdent leur statut bio. D'accord ? Voilà, donc dans certains cas, eh bien, on considère que le produit ne peut plus être bio.
Et alors évidemment, la sanction ultime, c'est la décertification. Donc la personne eh bien, est décertifiée. Ça veut dire qu'elle ne peut plus vendre, elle ne peut plus rien vendre en bio. Ça arrive. Le principe, donc, c'est que voilà, les opérateurs qui veulent, les personnes qui veulent se faire certifier avant de le faire, eh bien, il y a une phase importante d'information. Donc voilà, j'envisage de faire du bio, mais est-ce que c'est possible chez moi? Parfois c'est impossible, pas souvent, mais parfois on a une infrastructure qui ne permet pas du tout, qui ne permettra pas à terme d'être certifié. Donc c'est important de bien s'informer. Après, donc, on réalisera une demande, d'accord, à un organisme de contrôle choisi, et puis s'en suivra un contrôle pour s'assurer que les règles sont respectées, et si le contrôle est valable, eh bien là, il y aura alors le certificat qui suivra. Alors Certi6, donc en fait ici, eh bien, vous avez la photo de Blaise Omelen, d'accord, Blaise Omelen qui est encore le gérant actuel de la PME, d'accord. Donc il est dans le bio depuis le début parce qu'il a, activement participé à l'élaboration du premier règlement, d'accord, le règlement 2092 européen, 2092 91. Et donc voilà, il est encore le gérant actuel de Certi6. Et donc, il a commencé tout seul en 1992. Et donc actuellement, on est à plus ou moins une petite cinquantaine d'employés, dont une majorité de contrôleurs, d'accord. Donc nous avons plus ou moins 3000 personnes, d'accord, plus ou moins 3000 personnes certifiées. Et nous avons réalisé en 2019 8500 contrôles et analyses chez ces 3000 personnes. En Belgique, en Wallonie, donc, il y a d'autres organismes de contrôle qui sont tous des sociétés privées. C'est le système que l'on va retrouver dans la majorité des pays de l'Union européenne, d'accord? Donc les autorités nationales qui ont l'obligation de l'application de la réglementation européenne sur leur territoire, pour parler comme ça. Et donc voilà, dans la majorité des pays de l'Union européenne, eh bien, donc ce contrôle et cette certification est délégué à des organismes indépendants. Dans certains pays, eh bien, ce sont des agents de l'État qui vont faire ce contrôle et cette certification. Par exemple, ici en Belgique, on a une autorité sanitaire, hein, l'AFSCA, qui fait les contrôles dans le secteur alimentaire. Eh bien, dans certains pays, eh bien, ce sont des agents similaires à cette structure donc, qui font ce contrôle et cette certification. Alors, pourquoi manger bio? Donc ça, je dirais, c'est une question qui est assez subjective. Hein. Donc voilà, ça c'est tout un chacun qui doit, qui doit faire le choix de ce qu'il veut manger. Ce que l'on peut retenir ici au niveau de la certification bio, du règlement, des exigences, donc c'est que, on voit qu'à tous les niveaux, eh bien, l'agriculture biologique est un système qui limite très fortement l'usage de produits chimiques, d'accord, aussi bien ceux que l'on va utiliser en agriculture, hein, les pesticides, les médicaments, les engrais, parfois aussi l'alimentation animale, mais alors également dans la transformation des produits alimentaires. Hein, donc, on a vu que, au niveau des additifs, des auxiliaires technologiques, donc il y avait une liste positive, mais elle était vraiment très très limitée par rapport à tout le panel de ce que l'on pourrait utiliser
dans l'élaboration, la transformation d'un produit, d'un produit non bio. On voit aussi que c'est une agriculture qui fait plus référence au cycle naturel, d'accord? Donc, surtout au niveau de l'agriculture. Donc voilà, on va utiliser moins d'artifices. On va clairement on va faire faire la nature, d'accord? Donc la nature va avoir plus de droits en agriculture biologique par rapport en agriculture non bio. Certaines personnes avancent aussi le fait que ben, voilà, c'est un contrôle en plus, même si parfois le contrôle n'est pas toujours quelque chose de marrant, d'agréable, même si on essaye de bien se montrer vis-à-vis des opérateurs. Mais voilà, pour certaines personnes, eh bien, voilà, l'agriculture biologique, c'est un contrôle en plus dans l'élaboration du produit fini. Hein. Parfois, on voit qu'il y a des personnes malveillantes, si je peux parler comme ça, donc qui veulent mettre sur le marché des produits qui ne seraient pas toujours propres, pour parler comme ça. Mais voilà, ici, le bio, ben, c'est un contrôle en plus qui permet de garantir qu'on va avoir une alimentation plus saine ou correspondant mieux à ses attentes. Très bien, merci Pierre, c'était très intéressant, très détaillé. On va passer peut-être aux questions et réponses. Donc, voilà, pourquoi est-ce que les engrais minéraux posent un problème? Parce que pourtant, vous avez parlé d'un engrais minéral 100% naturel, donc où est le souci? Le souci, donc ça, bon, c'est assez agronomique, mais donc voilà, les engrais vont booster très fortement la croissance des plantes, d'accord? Et ces plantes vont être fragilisées, d'accord? Donc voilà, on va fragiliser la plante si on la booste artificiellement avec des engrais chimiques. Donc voilà, on va limiter les engrais chimiques, entre autres pour cette raison. Bon, également, les engrais, bon, voilà, sont des procédés industriels, d'accord? Et bon, je ne dis pas que le bio proscrit directement tout ce qui vient de l'industrie, hein, mais donc voilà, le bio préfère voilà, utiliser donc des produits naturels, des produits naturels plutôt que des produits qui seraient issus du secteur industriel. Non, moi je parle justement minéral, parce que vous avez dit que c'était naturel. Minéraux, c'est ça ma question. Oui, donc par rapport à cette roche, parce que voilà, c'est un principe de base, voilà, de proscrire l'azote d'origine minérale. Voilà, parce que voilà, on va très fortement booster la croissance des plantes. Bon, aussi, l'azote minéral mal utilisé peut devenir polluant aussi. Hein, donc dans les années 90, on a beaucoup parlé de la pollution des nappes phréatiques par les nitrates. Hein, et donc voilà, si on met trop d'azote, eh bien, on risque de polluer les eaux souterraines. Donc voilà, interdiction d'utiliser de l'azote d'origine minérale, même d'origine naturelle. On peut faire un parallèle avec aussi, par exemple, la lutte chimique contre les mauvaises herbes. D'accord? Donc ça, c'est aussi un des principes de base du bio. Interdiction de faire mourir une mauvaise herbe par voie chimique. Hein? Bon, par exemple, on a des remèdes de grand-mère, pour parler comme ça. Hein? On sait que si on fait une solution en mélange de vinaigre et d'eau salée, eh bien, elle va avoir un effet herbicide sur certaines plantes. Voilà, c'est un principe. Pas de lutte chimique possible contre les mauvaises herbes. C'est le principe. C'est pas... oui. En fait, quand vous avez parlé de l'usage de médicaments
Mais ça, c'est un... Oui, Du fait qu'en plus, je veux dire, la gestion d'antibiotiques par les animaux, ça pose un problème pour soigner l'homme aussi, qui est de plus en plus résistant. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle? ben, en fait, un antibiotique, c'est un médicament allopathique. Oui, mais justement, Donc, qu'est-ce qui est permis et jusqu'où est-ce que ça va? ben donc c'est le principe, donc pour tous les médicaments allopathiques, donc on a des antibiotiques, des anti-inflammatoires, certains produits qu'on va appeler vermifuges ou antiparasitaires, et donc ce sont des parasites qui peuvent nuire à la santé, et donc ce sont bon, voilà, des organismes qui se développent dans le corps, hein, et donc ça peut affecter la santé de l'animal. Donc voilà, il y a une grande famille médicaments allopathiques qui va regrouper plusieurs types de médicaments, les antibiotiques, antiparasitaires, anti-inflammatoires. Hein. Mais donc en bio, les antibiotiques sont autorisés s'il faut. Hein. Donc je disais que dans les principes de base de l'élevage en bio, il fallait respecter le bien-être animal, d'accord? Et si un animal est malade, eh bien il faut mettre en œuvre ce qui est possible pour le soigner et le voir retrouver une santé. D'accord? Donc, et bon, voilà, un éleveur qui dirait, voilà, moi je suis en bio, j'utilise pas de médicaments ou d'antibiotiques ou autres, et à côté de ça, avoir des animaux qui dépérissent, qui ne sont pas en forme, ce n'est pas bon non plus. Donc voilà, il faut utiliser les moyens qui sont... Il y a des règles précises ou est-ce que c'est laissé à l'appréciation? Non, il y a des règles précises dans l'usage de ces médicaments. Donc je disais entre autres que on ne pouvait pas traiter préventivement. On ne peut pas utiliser préventivement ce type de médicaments, ce type de produit. Donc préventivement, ça veut dire administrer si l'animal n'est pas malade. Parce qu'il y a certaines pratiques d'élevage non bio où on va utiliser préventivement des médicaments allopathiques. D'accord? Par exemple, voilà, c'est au niveau des médicaments antiparasitaires, donc ces médicaments qui peuvent lutter contre des organismes internes qui vont affecter la santé animale, eh bien, il y a des pratiques ultra préventives de l'usage de ce type de produits. Par exemple, donc, il y a des espèces sur le marché, donc dans la pharmacopée vétérinaire, on va trouver ce qu'on appelle des bolus. Donc ce sont des grosses gélules qui font plusieurs dizaines de grammes et que l'on va mettre dans l'estomac de l'animal, des bovins, des vaches. Et donc cette grosse gélule, donc on la met une fois. Forcément, quand elle est dans l'estomac, on ne sait pas aller la rechercher. Et donc cette grosse gélule, elle va fondre petit à petit pendant plusieurs mois. D'accord? Elle va diffuser, quoi. Et donc ça veut dire que pendant 5-6 mois, l'animal, il est sous médicament. Voilà, on aura mis la grosse gélule dans l'estomac, on ne sait pas aller la rechercher, eh bien voilà, pendant plusieurs mois, cette gélule-là, elle fond. Par exemple aussi, bon, au niveau de la production laitière, hein, donc la vache laitière, eh bien, elle produit du lait pendant plus ou moins 10 mois, d'accord? Et après 10 mois de lactation, eh bien, on va demander à la vache, maintenant je ne veux plus que tu produises du lait. Je veux que tu fermes les robinets, hein, et que tu arrêtes ta production laitière. Eh bien, c'est un moment critique. C'est un moment critique parce que au tarissement, donc il peut y avoir ce qu'on appelle une mamite, c'est une inflammation du pie. Donc ce sont des bactéries qui vont remonter dans le pie et qui vont affecter le pie. Eh bien, en agriculture non bio, il y a certains éleveurs qui vont administrer à ce moment-là au tarissement des tubes d'antibiotiques donc à toutes les vaches, sans se poser de questions. Voilà, est-ce que je peux la tarir différemment, par voie plus ou moins naturelle? Eh bien, certains éleveurs vont mettre systématiquement des antibiotiques dans le pie de la vache pour ce tarissement. Donc ça, forcément, en bio, c'est pas autorisé. Jusque, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, le temps passe vite, il y avait des molécules antibiotiques dont on avait trouvé des facultés de croissance. D'accord? Donc il y avait des molécules antibiotiques
qui était utilisé comme facteur de croissance. D'accord? Donc ça, forcément, c'était un usage un peu déplacé de molécules antibiotiques. Donc ça, en bio, ça n'a jamais été autorisé. Autre chose aussi par rapport à l'usage des médicaments, c'est que l'on va, en bio, doubler le délai d'attente. Donc le délai d'attente, en fait, c'est un délai imparti durant lequel eh bien, le produit que l'on va consommer de l'animal est impropre à la consommation humaine. D'accord? Et donc ça, bien, les firmes pharmaceutiques qui sont spécialisées en médicaments vétérinaires sont obligées, dans le dossier d'agréation du médicament, de renseigner un délai d'attente. Donc ils sont obligés de prouver que, eh bien, durant ce délai, le produit est impropre à la consommation humaine parce que l'on va retrouver la molécule médicamenteuse dans ce que nous, êtres humains, on pourrait manger. Et donc ça peut être la viande, hein, si c'est un animal de boucherie, le lait, hein, le lait qu'on va traire, ou par exemple des œufs, d'accord? Eh bien, en bio, on va doubler ces délais d'attente. Donc ça veut dire que, bien, voilà, par exemple, un éleveur laitier qui ferait un traitement vétérinaire sur une vache laitière, hein, en lactation, eh bien, si par exemple la firme pharmaceutique a dit que le lait devait être déclassé de l'alimentation humaine pendant 10 jours, eh bien, l'éleveur bio qui va utiliser ce médicament devra déclasser son lait pendant 20 jours. D'accord? Donc, on donne une marge de sécurité en plus pour, justement... C'est contrôlé, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. On va aussi limiter le nombre de traitements par an et par animal. On va passer aux questions suivantes. Oui. Il y a madame ici, et puis monsieur, et puis... Vous avez parlé au début du champ d'application, vous parliez des cueillettes Cueillettes sauvages, les myrtilles, par exemple. par exemple. Oui. Mais j'ai du mal à comprendre comment est-ce que vous considérez ça comme bio. On ne sait pas si une forêt, si dans une forêt, il y a des traitements à côté d'une prairie qui aurait été en agriculture extrêmement intensive, qui aurait contaminé les arbres. Donc en fait, on va considérer donc la personne qui veut faire certifier des produits de cueillette sauvage, eh bien, doit nous déterminer sa zone de cueillette. Et en fait, on va déterminer la zone de cueillette comme une parcelle agricole, en fait. Et on va contrôler ça. Donc on va évaluer sur place toutes les zones de cueillette que la personne nous aura déclarées. Et alors, dans son système d'enregistrement, il devra renseigner scrupuleusement, eh bien voilà, donc à telle date, j'ai été cueillir X kilos de myrtilles ou autres. On parle aussi de sève de bouleau, par exemple. Donc c'est des produits de plantes sauvages. Donc on va contrôler la zone de cueillette sauvage comme une autre parcelle agricole. Et ici, la proximité de champs ou de parcelles non bio n'est pas une freinte, n'est pas une contrainte pour la personne qui veut se faire certifier. Il faut savoir que, bon voilà, ici, si on fait 20 km ou 30 km vers le sud, voilà, on va se retrouver dans des zones de grande culture. Eh bien, il n'y a pas de souci à ce que des parcelles agricoles certifiées bio côtoient des parcelles agricoles non bio. D'accord? Maintenant, bon, après, effectivement, donc il y a un risque il y a des risques. Hein, ben ça, on va contrôler le risque. On va contrôler le risque. Et donc, on va... Voilà. On va s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination du produit bio. Merci Pierre. On avait monsieur. Donc globalement, comme je le montrais ici tout au début de l'exposé, hein, donc les chiffres, bon après ici je ne présente pas les chiffres détaillés parce que sinon, enfin ils sont disponibles, hein, ils existent. Donc on voit que le bio est en pleine croissance, hein, est en pleine croissance. Alors jusqu'à une certaine époque, je dirais,
voilà, il y a une petite dizaine d'années, on avait proportionnellement beaucoup plus d'éleveurs, donc région herbagère, qui s'engageaient en bio. Depuis 10 ans, on voit que se développe très fort le secteur de la grande culture, donc les céréales, tout ce qui est culture industrielle. Donc ça se développe très fort. Donc la viticulture, effectivement, il y a quelques producteurs ici en Wallonie, certains sont certifiés, d'autres pas. Je dirais que ici, le secteur qui se développe le plus, c'est le secteur grande culture, donc céréales, il y a des gros besoins, le maraîchage de plein champ et les cultures industrielles. Au niveau de l'élevage, le secteur qui va se développer le plus, c'est le secteur de la volaille. La volaille de chair et la volaille de ponte sont des secteurs qui se développent encore assez fort ici en Belgique. Oui. Oui. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. Alors, je n'étais pas présent tout en début, peut-être que c'était mentionné. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des différences entre les organismes de contrôle bio en Belgique, on a déjà parlé, mais globalement en Europe, européenne. Et puis, est-ce que, par exemple, quelle est la motivation, les raisons que, par exemple, un produit d'origine belge a certification d'un autre membre pays d'Europe? Donc en fait ici la base c'est une réglementation européenne, d'accord. Donc ça c'est le cahier de charge. Je l'ai illustré, expliqué tout à l'heure. Donc c'est que voilà, il y a certains termes employés dans la réglementation européenne qui peuvent être imprécis ou soumis à interprétation. Et ça c'est pas bon. C'est inconfortable aussi bien pour nous, organismes de contrôle, que pour les personnes demandant la certification. Mais donc, quand la situation se présente, eh bien, donc, il y a une remontée de ce problème d'interprétation au niveau de l'autorité, donc de l'autorité nationale, qui va alors décider de donner une interprétation ou pas à ce terme. Donc, il faut que j'aille dans quel sens, moi. Donc ici, j'illustrais par rapport à la régionalité, d'accord, au niveau alimentation animale. Donc voilà, effectivement, donc c'est une certification européenne, d'accord. Mais effectivement, parfois il y a des différences. Il y a des différences entre une production qui va se faire dans une région par rapport à le même produit qui aura été issu d'une autre région. Mais voilà, ça ne change rien. La certification est européenne. Donc voilà, si un produit est certifié dans un pays, eh bien, automatiquement, il est également certifié dans un autre pays. Oui. Qu'est-ce qu'il en est des importations de produits bio des pays tiers? Est-ce qu'on travaille uniquement sur le principe de la reconnaissance mutuelle du cahier de charges? Donc, de toute manière, il faut une reconnaissance, d'accord? Donc, l'Union européenne doit reconnaître que le système mis en place dans le pays tiers soit équivalent au règlement européen. Et donc, équivalent sur base des règles du cahier de charges, mais également du contrôle, d'accord? Et donc, dans certains pays, donc, ont eux-mêmes, en parallèle, un peu avant, un peu après, se sont intéressés à une certification bio, d'accord, et donc ont un système national de certification des produits bio. Et donc là, c'est vraiment au cas par cas, eh bien, donc des échanges entre l'Union européenne et ses pays tiers où on va reconnaître ou pas le système mis en place. Par exemple,
Eh bien, aux États-Unis, ils ont aussi un système de certification pour le bio. Eh bien, l'équivalence mutuelle n'a été reconnue qu'en 2012. Ça veut dire qu'avant 2012, eh bien, voilà, il fallait un contrôle spécifique. Donc, pour un exportateur aux États-Unis qui voulait donc envoyer ses produits bio aux États-Unis, eh bien, donc, la production aux États-Unis devait se faire sur base d'un contrôle spécifique par rapport aux règles de l'Union européenne. D'accord. Depuis 2012, eh bien, donc, il y a eu une équivalence. Donc, ça veut dire que la certification bio américaine est reconnue comme équivalente à la certification européenne. Est-ce qu'elle est vraiment... Je ne connais pas les détails de la certification européenne, mais je sais qu'ils sont, eux, plus stricts. Je sais qu'eux sont plus stricts que le règlement européen. Mais parfois, donc, il n'y a pas nécessairement de reconnaissance du bio national hein, dans le pays tiers, parce que, bon, voilà, entre guillemets, ça n'intéresse pas le consommateur du pays tiers, mais il y a certains pays qui sont plus exportateurs des denrées à destination de l'Union européenne. Et donc, certains pays ont alors eux-mêmes mis en place un système de contrôle et certification avec des organismes internes spécifiquement pour l'export des produits bio vers l'Union européenne. Même si, à côté de ça, eh bien, le consommateur local, lui, n'est pas nécessairement intéressé par le bio, parce que, bon, voilà. Et alors, l'autre système, c'est donc dans certains pays, où là, je veux dire, voilà, le bio n'intéresse personne, ni le consommateur, ni les autorités. Mais bon, voilà, certains producteurs, transformateurs, donc, veulent faire certifier leurs produits là-bas. Et donc là, alors, ce sont des organismes qui sont reconnus par les autorités européennes pour le contrôle et la certification dans ces pays-là. Comme nous, par exemple, je le disais, nous avons une reconnaissance pour des pays de l'Afrique de l'Ouest. D'accord ? Et donc, nous réalisons les missions de contrôle, dans ces pays-là, pour l'équivalence. Bien, merci. On va prendre une dernière question. Une question double en réalité. J'étais très surprise de voir l'énorme différence dans les chiffres présentés sur la Belgique entre la Wallonie et la Flandre. Donc, vous expliquez ça comment? Comment on pourrait expliquer ça? Donc voilà, pardon? Oui, excusez-moi. Donc, pour la première question, donc, je pense que l'agriculture entre la Wallonie et la Flandre n'est pas la même, et ça, je pense que c'est lié à la pression foncière. Donc, je pense qu'en Flandre, ils ont une pression foncière, ils ont une pression des biens immobiliers, notamment les parcelles agricoles, qui est beaucoup plus forte qu'ici en Wallonie. D'accord ? Et donc, voilà, donc, puisque les parcelles agricoles sont beaucoup plus chères en Flandre, eh bien forcément, on va essayer d'en tirer un maximum de profit. D'accord? Et donc voilà, comment est-ce qu'on pourrait faire au niveau de l'agriculture? C'est en intensifiant la production. D'accord? Et donc voilà, tandis qu'au sud, donc en Wallonie, donc voilà, la pression foncière est beaucoup moins forte, les terres agricoles sont moins chères, et donc on peut se permettre d'avoir voilà, une agriculture plus extensive. Et l'agriculture bio en Flandre, bon voilà, toujours en respectant, oui, le cahier des charges, donc on a beaucoup plus en fait de maraîchage. En Flandre, on a
beaucoup plus de maraîchage, donc qui demandent moins de surface. Hein, donc ce sont des cultures qui sont à plus haute valeur ajoutée. Si on va dans le sud de la Wallonie, hein, donc en Ardennes, on a beaucoup d'herbage. Voilà, donc c'est une production simple, mais qui apporte moins de revenus à l'agriculteur. Et donc, voilà, on a aussi historiquement, on a beaucoup plus de producteurs dans le sud du pays parce qu'on a une agriculture plus extensive. Et la deuxième question, donc ici, en Belgique, voilà, non, n'importe qui peut créer son organisme de contrôle et demander une accréditation par les autorités pour pouvoir contrôler et certifier les produits bio, donc c'est libre. Et donc il faudra passer par différentes reconnaissances. Une reconnaissance au niveau fédéral, hein, donc on est reconnu par le ministère de l'économie pour des normes de contrôle et de certification. Et puis alors après on a aussi une reconnaissance des autorités régionales, en Flandre, Wallonie, parce que voilà, l'agriculture est une compétence régionale ici en Belgique. Et on a aussi une reconnaissance des autorités grand-ducales, donc ça veut dire qu'on a aussi des personnes certifiées au Grand-Duché de Luxembourg. Vous êtes les seuls en Belgique? Donc il y a 4 organismes en Wallonie et 3 organismes en Flandre, parce qu'un organisme wallon n'a pas demandé la reconnaissance par les autorités flamandes. Et donc dans ces 4 organismes, il y a 2 organismes historiques et 2 organismes qui sont venus un peu plus tard, parce que voilà, c'est clairement au vu du développement d'agriculture biologique, c'est un vrai secteur d'activité, il y a du potentiel et donc voilà, il y a du boulot. Très bien, merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Voilà. Merci. Très intéressant, merci à tous d'être venus et rendez-vous à la prochaine conférence. Merci de m'avoir écouté. Ben voilà. Beaucoup d'informations. C'est bien. C'est vrai qu'on pourrait en parler toute l'après-midi. Oui, hein, ici, bon voilà, j'ai repris une présentation. Je ne donne pas le cours. Et donc je. Ah oui, je vais. Donne pas. Ici j'ai. Super intéressant. Me voilà. C'est que les origines, on les retrouve en Allemagne, puisqu'il y a beaucoup de magasins bio, par exemple.